Dites, vous la sentez l'excitation à l'approche de la prochaine saison de biathlon qui va commencer? J'avoue que moi aussi. C'est parti! Salut, c'est David, je suis très heureux de faire cette toute première vidéo de cette nouvelle chaîne L'œil dans le viseur pour pouvoir parler biathlon avec vous pendant toute la saison. Une saison qui s'annonce assez incroyable, avec notamment quelques changements au règlement, c'est d'ailleurs ce qu'on abordera en tout premier dans cette vidéo. Ensuite on parlera bien sûr du circuit masculin et du circuit féminin avec quelques pronostics. Et puis on abordera ensuite le programme de la première étape qui s'annonce à Kontiolahti. C'est parti. Alors, on attaque tout de suite par les quelques modifications liées au règlement cette année. Alors tout d'abord au niveau des dossards. Le dossard bleu qui avant était bien sûr le classement annexe pour les biathlètes âgés de moins de 25 ans se voit maintenant diminuer au niveau de l'âge limite à 23 ans. Ce qui signifie par exemple que on n'aura pas un remake du combat Giacomel-Perrault, puisque de toute façon les deux sont maintenant plus âgés que la limite des 23 ans. Donc un classement qui sera vraiment pour les très jeunes, mais qui gardera toujours bien sûr de son intérêt. Toujours au niveau des dossards, un petit changement également au niveau des championnats du monde. Il n'y aura plus de dossards distinctifs qui correspondent au classement de la Coupe du Monde, puisque de toute façon, maintenant, les résultats en championnat du monde ne sont pas comptabilisés dans le classement général de la Coupe du Monde. Il n'y aura que les maillots de Defending Champion. Le biathlète qui remettra son titre en jeu aura donc le fameux dossard avec cette mention Defending Champion. Ensuite, on a une modification au niveau des points qui seront attribués au niveau du classement à la fin de chaque épreuve. Si les points des premiers et deuxièmes, eux, ne sont pas modifiés, par contre, les points attribués de la troisième à la 9e place se voient, eux, augmenter en nombre de points. Donc de quoi peut-être resserrer un petit peu plus le classement. C'est peut-être ce qui est dans la tête de l'IBU. Quelques primes se voient augmenter également. On a d'ailleurs un prize money global sur la saison qui a aussi augmenté, qui frôle d'ailleurs les 10 millions d'euros sur toute la saison. Et surtout, la modification qui a fait couler le plus d'encre, c'est la fameuse modification au niveau de l'ordre de départ pour les épreuves du sprint et de l'individuel. Auparavant, on avait les favoris qui devaient choisir le groupe dans lequel ils souhaitaient prendre le départ de la course. En règle générale, c'était plutôt au début de la course, puisque les conditions de piste sont de manière globale plutôt meilleures en début de course. Certains parfois tentaient le coup de poker en partant plus tard, en imaginant que les conditions de piste dans de rares cas pourraient s'améliorer, mais c'était globalement plutôt le cas. L'idée de l'IBU, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de spectacles et que du coup, les biathlètes les meilleurs partent plus tard. Et donc en fait, les 15 meilleurs biathlètes au classement devront maintenant s'élancer entre le dossard numéro 46 et le dossard numéro 75, ce qui modifie quand même pas mal de choses. Certains se disent que les enjeux sont surtout financiers, c'est certainement le cas. L'IBU, elle, met en avant le fait que c'est plutôt pour maintenir du suspense. Toujours est-il que chez certains biathlètes, chez même beaucoup de biathlètes, en tout cas les biathlètes majeurs on va dire, ça n'a pas particulièrement été bien reçu. C'est le cas notamment de Quentin Fillon-Maillet qui lui nous dit « Je ne suis pas content de ce changement. Je comprends la volonté des télévisions de donner plus d'intérêt à un format chronométré en éparpillant les top athlètes sur la course, mais la difficulté, c'est qu'on a des conditions qui ne seront pas équitables, sauf cas exceptionnels. Partir en fin de course, cela engendre des problématiques en termes de fartage et de temps de réglage. Je trouve ça triste. On fait partie des acteurs majeurs, l'argent ne doit pas avoir le pouvoir sur une décision sportive aussi importante. »
Vetle Christiansen, qui lui disait « Je pense que la raison de ce changement n'est pas correcte. Ils peuvent introduire d'autres courses avec des nouveaux formats, peut-être donner plus d'importance au tir s'ils craignent la domination norvégienne. » Anna Heuberg également n'était pas particulièrement satisfaite. Elle disait « Les meilleurs auront des conditions moins bonnes que ceux qui sont un peu moins bien lotis en Coupe du Monde. » Et puis enfin, on a la figure majeure du circuit, Johannes Bö, qui nous dit si les gens commencent à regarder la course et ne voient pas les meilleurs, ils changeront de chaîne et vous perdrez des téléspectateurs. Personne ne veut regarder 40 minutes avant que les leaders débutent. Nous n'avons pas beaucoup de temps dans ce monde. Bon, en tout cas, on sent qu'il y a de l'eau dans le gaz. Alors l'IBU nous dit que ce sera une période de test, une sorte de période probatoire sur les 4 premières étapes de compétition simplement, pour voir si ça marche bien ou non, si ça a beaucoup d'impact ou non. On verra ce que ça donne. Voici l'heure des pronostics. Bon, alors on commence par le circuit masculin, peut-être là où il y a le moins de suspense, quoique j'espère me tromper. Bon, le grandissime favori, ça reste quand même Johannes Bö, un candidat à sa propre succession. Bon, il est clairement énormissime sur les skis, s'il maintient toujours ce niveau-là. Au tir, il a toujours 1 voire 2 balles de marge. Alors on l'a parfois connu fébrile sur certains tirs debout, mais dès lors qu'il a le plein de confiance, et en plus de la marge sur les skis, s'il fait le job, a priori, ça devrait fonctionner. En sachant qu'il a bien sûr aussi annoncé qu'en 2026, il prendrait sa retraite après les JO. Donc il ne reste pas non plus énormément de temps. Je pense qu'en 2 saisons, on pourrait voir ce record tomber. Les records sont toujours faits pour être battus, c'est ce qu'on dit, mais bon, clairement, ça pourrait peut-être être le cas. Toujours est-il que Johannes Bö, on l'aime ou on l'aime pas, ça reste un biathlète incroyable, et je pense qu'il faut quand même savourer, même si c'est une grosse domination, je pense qu'il faut savourer le fait d'avoir un biathlète comme celui-ci sur le circuit en ce moment. Ensuite, au niveau des favoris, on pourrait même le dire, on a clairement l'équipe de Norvège. Quand on regarde la composition de l'équipe, c'est tout simplement l'artillerie lourde, on peut le dire, avec bien sûr le frangin Bö, donc Tarjei, qui repousse les limites de l'âge à chaque fois, puisque déjà l'an dernier, on avait eu un duel fratricide entre les deux qui nous avait tenu en haleine pendant une bonne grosse partie de la saison. Donc pourquoi pas cette année encore. On a le retour de Vetle Christiansen, l'une des valeurs sûres également de cette équipe. Sturla Lægreid pour sa capacité à toujours mettre les balles dans les cibles en toutes circonstances. On a également Johannes Dahle et Endre Stromsheim pour compléter tout ça. Ensuite, on a nos Français. Donc Émilien Jacquelin, par exemple, s'il arrive à être constant, ce serait vraiment parfait. C'est toujours un petit peu le souci avec lui, c'est que on a parfois des courses où il y va full attaque au tir, et parfois ça passe, et c'est hyper impressionnant. Et parfois ça casse, et pour le coup, c'est difficile ensuite de se remettre dans une course, puisque quand on prend 3 ou 4 tours de pénalité sur un seul tir, c'est quand même très très compliqué. Mais Émilien, moi je mets quand même une piécette sur lui, parce qu'il y a quelques années de ça, il nous a fait rêver sur les championnats du monde. Même l'an dernier, il termine quand même 6e. C'est le seul autre biathlète d'une autre nation à intégrer le top 7 qui était autrement uniquement composé de Norvégiens. Et puis du coup, on a également nos autres Français. Moi, Quentin Fillon-Maillet, je ne l'enterre pas, clairement. C'est un immense champion. Il a remporté un gros globe. Il a roulé sur les derniers JO. Moi, je dis, cette année, il y a moyen de moyenner aussi, même si la saison dernière, c'était plus compliqué. Et puis, on a aussi, bien sûr, Éric Perrault, qui nous a fait rêver la saison dernière. Et on sent qu'il y a un potentiel incroyable. Là, il y a moyen de concrétiser ce potentiel pour la saison à venir. Ça peut être vraiment sympa. Et puis on a aussi bien sûr Fabien Claude qui peut aussi faire des super perfs. Au niveau des jeunes également qui poussent, on a aussi Giacomel qui a remporté le classement du meilleur jeune l'an dernier, qui clairement commence lui aussi à monter en puissance. Donc il faudra peut-être compter sur lui aussi parfois. Et puis dans un autre temps, je dirais gros point d'interrogation sur la Suède, sur les Suédois, notamment Sebastian Samuelsson et Martin Ponsiluoma, parce que clairement, eux c'est pareil, il y a de l'irrégularité. Souvent ça démarre hyper fort, notamment quand la première étape était à Östersund, avec des Suédois qui roulent sur la concurrence, mais souvent c'est compliqué dans la durée.
et surtout pour Ponsi Luoma, parfois c'est des gros craquages aussi au tir. Bon, si les planètes s'alignent, s'ils arrivent à faire en sorte de mettre les balles au fond, ça pourrait être impressionnant parce que Ponsi Luoma sur les skis, c'est quand même l'un des plus rapides, si ce n'est le plus rapide. Et puis enfin, il y a quand même l'équipe d'Allemagne aussi qui peut faire de belles choses. Notamment l'an dernier, ils avaient démarré très 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 fort avec Roman Ries, Philippe Navrat, Justus Trello, qui sont tous de bons tireurs, un petit peu plus lents parfois sur les skis, mais faudra certainement compter aussi sur les Allemands, notamment sur les relais. Ça reste quand même une grosse équipe. Alors, on arrive au circuit féminin, donc clairement c'est celui où il y a le plus de suspense. Moi l'an dernier ça m'a fait vibrer comme jamais. J'espère que cette année ce sera encore le cas, mais je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce soit le cas. Alors au niveau des favorites, pour moi il y en a 5 qui sont vraiment presque sur un pied d'égalité et qui peuvent rafler ce gros globe. Alors Ingrid Tendrevold, c'est celle que je vois comme étant peut-être la plus redoutable, parce qu'elle aura gagné en maturité, elle aura appris de son expérience de l'année dernière face à Lisa Vitozzi où elle s'est complètement écroulée lors de la dernière étape à Canmore. C'était un peu le cas d'ailleurs de Lisa Vitozzi il y a quelques années face à Dorothea Virer qui était complètement passée au travers à Oslo. Et je pense que c'est dans ces étapes-là, des étapes où on échoue de peu et proche du but, que on peut franchir un palier. Et je pense qu'Ingrid Tendrevold aura un esprit de revanche à ce niveau-là et qu'elle sera, je pense, très certainement très remontée et affûtée. Alors, à noter quand même qu'elle a eu une blessure cet été, une fracture de la main qui a pu ralentir sa préparation. Mais malgré tout, j'ai plutôt confiance en ses capacités de performer dès ce début de saison. Alors ensuite, on a bien sûr Lisa Vitozzi qui normalement serait là pour défendre son gros globe. D'une, c'est difficile de faire le back-to-back. Pas évident de remporter un nouveau gros globe quand on en a déjà gagné un, parce qu'on vous attend au tournant. Et aussi, malheureusement, elle sera absente de cette première étape de Kontiolahti. Et quand on voit le nombre d'épreuves individuelles qu'il y a lors de cette épreuve de Kontiolahti, eh bien on se dit que ça va peut-être être un petit peu compliqué pour Lisa Vitozzi, en perdant autant de points en route, d'arriver à se battre au classement général quand on sait que ça va être très certainement très serré. Et puis alors ensuite on a nos Françaises qui nous ont clairement qui nous ont fait tellement vibrer l'année dernière, c'était incroyable. Alors moi je mettrais quand même une grosse pièce sur Lou Jean Monod, parce que clairement l'an dernier, si elle n'avait pas eu le Covid, eh ben clairement c'était gros globe, c'était le gros globe pour elle. Donc cette année, franchement, si elle reste en bonne santé, si elle reste constante, ce qu'elle est complètement capable de faire, en plus au niveau du tir, elle est impériale, que ce soit sur le tir couché ou sur le tir debout, ça peut faire vraiment des étincelles. Donc Lou Jean Monod, grosse cliente pour cette année également. Et puis on a bien sûr Justine Brezaz, qui elle nous a fait un show incroyable, notamment au niveau des épreuves qui se sont déroulées aux alentours des fêtes l'an dernier, où elle marchait sur l'eau complètement. Donc une vitesse à ski qui est incroyable. Parfois, malheureusement, un petit manque de constance sur certains tirs. Et puis, on sent que parfois, le doute peut s'insinuer un petit peu dans le mental. Mais comme elle le dit parfois, c'est juste du biathlon. Et je pense que si elle arrive à bien aligner les choses, il y a également de fortes chances pour qu'elle soit redoutable cette année. Si elle ne rate pas de balle, elle sera clairement l'une des plus rapides sur les skis. Et puis, on a Julia Simon qui, elle, sera clairement revancharde puisque pour le coup, j'étais à Canmore l'année dernière et je me souviens de la déception et de ses larmes qu'elle avait après chacune des épreuves alors qu'elle voyait que tous les petits globes qui lui étaient potentiellement destinés lui échappaient. Et je pense que cette année, il y a vraiment cet esprit de « Allez, on reset tout, on repart à zéro et on montre qu'on est encore dans le game ». Elle a quand même gagné un gros globe, elle a fait des mondiaux l'an dernier qui étaient extraordinaires. Donc cette année aussi, je pense qu'il faudra compter sur elle. Alors après, dans un second temps, je dirais, on a les sœurs Heuberg. Alors je dis bien les sœurs parce que Anna, en fait, peut être vraiment top, elle aussi. Bon là, pour le coup, c'est plus difficile pour elle d'avoir maintenu une constance sur l'ensemble de la saison. Puis on a Elvira Heuberg, la petite sœur, qui elle, pour le coup, sur les skis, est extrêmement rapide aussi. Et quand elle ne rate pas de balle, elle est de la même trempe que Justine Brezaz. C'est très compliqué de la rattraper. Donc Elvira, ça peut aussi faire très fort. Alors c'est un petit peu comme la version masculine de l'équipe de Suède. Ça démarre souvent très fort
en début de saison, puis ça a du mal à tenir sur la durée. Donc on verra ce que ça donne. Et puis dans une moindre mesure encore, je dirais, on a eu des bonnes surprises comme les Nike l'année dernière, les Nike Gross, qui a remporté ses premières victoires en Coupe du Monde et qui pour le coup ensuite après s'est même hissé dans le top 10 du classement général. On a aussi les Allemandes qui pour certaines sont très 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 bonnes au tir, je pense notamment à Vanessa Voigt ou encore à Franziska Preuss. C'est des biathlètes sur lesquels on peut compter sur des épreuves d'un jour ou sur des épreuves notamment comme par exemple individuelles. C'est quelque chose qui peut complètement marcher pour Vanessa Voigt, pour les bonnes tireuses de manière générale. On a également Célina Grotian qui, elle, pour le coup, toque à la porte également au niveau des petites jeunes. Ça peut envoyer également du lourd. Et puis moi j'ai une petite... J'ai un petit faible également pour Markéta Davidova qui était l'ombre d'elle-même l'an dernier, mais que j'espère revoir sur le devant de la scène comme elle avait pu l'être il y a quelques années de ça. Et puis à noter également quand même au rayon des anciennes gloires qui peuvent encore faire de belles performances sur des courses d'un jour, peut-être pas sur toute la saison. On a quand même Dorothea Virer qui a annoncé qu'elle mettrait un terme à sa carrière, tout comme Johannes Bö, au terme des JO de 2026. Donc on a encore de beaux moments à passer devant les épreuves de biathlon. Alors, au programme de cette toute première étape, on a un programme ultra chargé, presque digne d'un championnat du monde, tellement on a d'épreuves. On commencera donc par un relais mixte simple, samedi, suivi d'un relais mixte. Donc là, c'est vrai que c'est deux épreuves qui vont être un petit peu une remise en jambe, je pense, hein. Ça permettra aux biathlètes de se situer par rapport au reste du peloton. Une épreuve comme le relais mixte simple, c'est plutôt une épreuve toujours très 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 explosive, très dynamique. Puis ça permet également à certaines nations qui n'ont pas forcément 4 biathlètes de très haut calibre de pouvoir prétendre faire quelque chose sur cette épreuve-là. Je pense notamment à des nations comme l'Autriche, comme la Finlande ou même encore l'Estonie, où on avait vu la paire estonienne qui parfois faisait de super résultats ou au moins des cérémonies des fleurs. Donc ce relais mixte simple qui à mon avis va être assez explosif comme à chaque fois. Et puis dimanche on aura les relais masculins et féminins. Donc là pareil, un bon moyen de voir si les nations vont aligner l'artillerie lourde ou pas. On peut quand même mettre une piécette très certainement sur la Norvège chez les hommes et chez les femmes, pourquoi pas l'équipe de France, ça serait plutôt pas mal. Par la suite, on aura une petite journée de pause et puis mardi, on attaquera avec l'individuel homme, avec donc les fameuses nouvelles règles de Dossard. Et puis le lendemain, mercredi, on aura l'individuel dame. Et ensuite, on aura les sprints hommes vendredi, puis femmes samedi. Et on terminera dimanche avec 2 mass start. Quelque chose de très 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 inhabituel en début de saison. En règle générale, on voit les mass start arriver au Grand Bornand, plutôt à la troisième étape. Là, l'IBU fait le pari de lancer les mass start dès cette première étape. Donc clairement, beaucoup d'épreuves sur cette première étape, de quoi pouvoir répondre à pas mal de questions. Sur ce, gardez bien l'œil dans le viseur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.